Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de notre région et on commence en parlant politique. Ce mercredi matin, Xavier Bertrand était l'invité de France Inter. Au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand, le président des Hauts-de-France s'est encore distingué avec un nouveau coup de gueule. Cette fois, c'est au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, que Xavier Bertrand s'en est pris. En cause, l'aide de l'État annoncée pour Tim, une entreprise située à Quadipre, dans les Flandres, qui n'arrivera finalement pas. Souvenez-vous, en juin 2017, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de carrosseries ou de cabines pour camions avait finalement pu être achetée par Phil Philippov après une période de troubles marquée entre autres par des manifestations. Xavier Bertrand, on l'écoute tout de suite. Monsieur Griveaux, qui voilà quelques jours disait « Ouais, mais Xavier Bertrand, est-ce qu'il parle vraiment au nom de l'intérêt général ?» Bon, Monsieur Griveaux, il est venu dans une entreprise, Tim, dans le Nord, dans le département du Nord. Et il a dit qu'à l'époque, la région mettait 3,5 millions d'euros pour sauver cette entreprise, que l'État mettait 2 millions d'euros. Et ben moi, j'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier au mois d'août de Monsieur le maire, me disant que pour des raisons X ou Y, il ne verserait pas les 2 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 350 salariés, on en fait quoi quand l'État ne tient pas parole? Si cette entreprise fabriquait des magnétoscopes, il n'y a plus personne qui utilise des magnétoscopes, je ne me battrais pas. Mais c'est une tuberie, c'est une aciérie, il y a des débouchés, ça bosse bien là-dedans. Mais ils sont en train de nous dire, et ils ont commencé à me dire, bon, faut qu'on étudie un plan B. J'ai dit, c'est quoi le plan B? C'est d'envisager le reclassement. Mais moi, je ne me bats pas pour un plan B pour la liquidation. Le rôle de l'État, comme moi je le fais à la région, c'est d'essayer de convaincre les banques, de me donner aussi un coup de main pour les sauver. Quand j'entends que je ne défends pas l'intérêt général, non mais ils se foutent de qui? Ce cynisme d'État, je le récuse. L'industrie, ça a de l'avenir dans ce pays. Ah tiens, je vais vous dire une chose. Vous auriez les services financiers de Londres qui voudraient venir en France, alors là, le gouvernement, ça serait tapis rouge. Mais l'industrie, ils s'en foutent. Eh ben, pas moi. Autre actualité, l'écologie. Le week-end dernier, un peu partout en France, des marches pour le climat étaient organisées, qui rassemblaient 100 000 personnes en France. Ce samedi, ce sera la première édition du World Cleanup Day dont on vous a parlé, avec notamment des associations de coureurs écolos qui vont ramasser les déchets qu'ils vont croiser pendant leur séance de sport. Mais est-ce que ces quelques actions sont suffisantes pour résoudre le réchauffement climatique? Pensez-vous qu'il faut plus s'engager pour l'environnement? Et que faites-vous, vous, au quotidien? Ce sont les questions que nous sommes allés vous poser dans la rue. Il faut sauver la planète quand même. J'ai envie de dire qu'on est en train de la tuer depuis une centaine d'années à peu près, depuis la révolution industrielle. Donc bon, on devrait peut-être réfléchir à se bouger les fesses quoi. Je fais mon savon moi-même, je fais ma lessive moi-même, je fais mon liquide vaisselle moi-même. Une saturation, et non, je ne me sens pas du tout concerné. C'est pas le problème. Ils ont d'autres soucis que de s'occuper de l'écologie. Faut bien trier, faut pas tout jeter n'importe comment et tout mélanger. Non, ça je fais attention. Il y a quand même pas mal de problèmes environnementaux au niveau des déchets, etc. Donc c'est très bien que tout le monde fasse un petit quelque chose. C'est quand même quelque chose de primordial, c'est pour l'avenir de nos enfants. Des choses simples, prendre une douche plutôt qu'un bain, je mange, je vais pas dire bio, mais on a un potager chez nous, donc ça nous permet de cultiver des légumes chez nous. On a un poulailler, donc tout ce qui est déchets, on n'a pas beaucoup de déchets chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'isolation de l'habitation, les équipements en énergie renouvelable, ce genre de choses. Donc ça demande un certain budget aussi, c'est ça le problème. Après la voiture électrique, tout ce qu'on sera obligé, je pense, de faire dans les années qui viennent. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui de Jean-René Eblagon, un photographe portraitiste qui a tenu pendant longtemps un commerce dans le centre-ville de Tourcoing. En parallèle de cette boutique, il parcourait aussi les théâtres où il était en charge d'immortaliser les artistes avant leur entrée sur scène. Des centaines de chanteurs et de comédiens se sont donc retrouvés à poser devant son objectif et aujourd'hui, il ouvre son album souvenir à Edil Gunay. Coup de projecteur sur 50 ans de carrière. À partir des années 60, Jean-René Eblagon a photographié une multitude de stars de passage dans les théâtres de Lille, Roubaix et Tourcoing. Après un apprentissage du dessin aux Beaux-Arts et 3 ans d'études de photo, c'est tout naturellement que ce Tourquenois a fait de sa passion son métier, impulsé par son père, lui aussi photographe de stars. Ça vient de mon père au départ qui m'a donné le virus. Il était lui photographe du théâtre municipal de Tourcoing, photographe officiel à l'époque. Et puis à un moment donné, il a eu affaire à des gens qui étaient connus dans toute la France.
Pierre Brasseur, il est venu à l'époque au théâtre municipal de Tourcoing, en 1960. Line Renaud, Carlos, Pierre Bellemare, Annie Girardot, ils sont tous passés devant l'objectif de Jean-René Eblagon, qui a été marqué par certaines rencontres, certaines personnalités. Raymond DeVos. Ah, Raymond DeVos, ça, c'est presque un ami pour moi. C'était quelqu'un de formidable. J'ai d'ailleurs fait une exposition où je l'ai invité, il est venu, une exposition privée, ici à Tourcoing. Il a profité de son passage au Colisée de Roubaix pour venir le dimanche, chez moi, le dimanche matin, faire son exposition. Robert Hossein, par exemple. Bon, Robert Hossein, c'est un garçon qui fait sérieux, qui était très sérieux, que ce monsieur, ça ne doit pas être facile de l'approcher. Ben, c'était tout à fait le contraire. Et puis, il y a eu aussi les rencontres amusantes, voire insolites. Jean Marais, par exemple. Bon, Jean Marais, c'était un acteur de l'époque, c'était un grand classique, Jean Marais. Hein, c'était quelqu'un qui avait une carrière formidable. Ben, j'ouvre sa loge, il était en caleçon. Il dit, non, excusez-moi, c'est pas grave, vous pouvez rentrer. Ceci permis de frapper, il me dit entrez. Donc, je suis au salon, en caleçon. Bon, j'ai fait ces photos d'une gentillesse, d'une simplicité. Monsieur Jean Marais, quand même, des gens quand même qui ont compté. Des souvenirs que Jean-René Eblagon partage avec le public en ouvrant les portes de sa salle d'exposition les après-midi, chez lui, là où sont rassemblés tous ses portraits. Rendez-vous donc au 5 rue Victor Hugo à Tourcoing. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Retour de l'actu, ce sera tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.